mais une machine non technique. Quant à la machine elle-même, elle ne serait plus une prothèse du corps, mais une véritable prothèse de la pensée, entre guillemets, de Gotthard Gunther. Permettant, ici toujours Gotthard Gunther, de faire apparaître des domaines problématiques dont la pensée naturelle, qui n'a pas recours à la technique, ne pourrait pas même soupçonner l'existence. Tout ça ne veut rien dire. La pensée naturelle, qui n'a pas recours à la technique, c'est-à-dire qui ne serait pas en rapport avec la techné, tout ça ne veut rien dire. Bon, je ne vais pas le répéter sur tous les tons, hein, vous avez compris. Toutes ces fadaises, l'idée que la subjectivité est une machine non technique, par exemple, la machine n'est plus une machine mais une prothèse de la pensée, reposent toutes sur la tautologie de l'analogie cerveau-machine, que l'on doit, vous le savez, je l'ai dit aussi dans des séances précédentes, à Turing, la machine de Turing, à Pitts et à McCulloch. Et ainsi Earle n'est que l'arroseur arrosé lorsqu'il reproche à Husserl de n'avoir pas disposé de néo-outils conceptuels pour penser une réalité qui aurait outrepassé le rapport que sa philosophie à Husserl, obsolète selon Earle, avait tenté d'engager avec elle. Parce que c'est bien Earle lui-même, en réalité, qui n'arrive pas à sortir du cercle clos et vicieux de son jargon cybernétisé où le 0 vaut le 1 et la machine, l'objet, l'outil, la chose. Comme si, de Parménide jusqu'à Earle, on pensait avec autre chose que des mots. Avec quoi on pense dans sa tête? Avec des mots. Pas avec des chiffres, pas avec des 0 et des 1. Et on va voir que c'est bien là sa question majeure. Le problème majeur d'un Earle et de tous les cybernéticiens, c'est qu'ils essayent de transgresser le fait indéniable que l'on pense en passant par la parole. Qui que ce soit pense, c'est par la parole que ça passe. Et par rien d'autre. Au départ. Et pas seulement au départ, à l'arrivée aussi. Sourd à sa propre surdité, Earle n'hésite pas à s'engager dans un discours de l'obsolescence de la pensée en parallèle avec l'obsolescence des machines classiques. Parce que là aussi, c'est une analogie qui est ridicule, mais qui lui vient de l'obsolescence des machines classiques. Il commence par citer Simondon. Donc vous voyez, vraiment, je suis minutieux. Hein. J'attaque, mais je montre ce que, pourquoi j'attaque et comment j'attaque et ce que j'attaque précisément. La culture actuelle, dit-il, ici Simondon, est la culture ancienne incorporant comme schème dynamique l'état des techniques artisanales et agricoles des siècles passés. Donc l'idée du progrès, de la progression technique et technologique. Et il commente, en évoquant, lui, Earle, l'effondrement de ce régime de signification pré-technologique. Il parle d'un effondrement, intéressant, qui a trouvé son expression dans les politiques conceptuelles de la nouvelle pensée du sens. Il n'est pas impossible qu'ils reprennent, il faudrait voir en allemand, le mot d'effondrement à Heidegger, évidemment. Ça lui arrive souvent de reprendre des concepts de Heidegger sans le dire et de les utiliser à sa sauce dans sa visée de panégyrique de la cybernétique. Cette confusion entre des domaines flous, cette volonté chez Earle de demeurer conceptuellement vague, de ne procéder que par des affirmations auto-suspendues à leur propre proclamation, a pour fonction de faire écran à son parti pris technophile, et, ce qui apparaît lorsqu'il s'écrit, quoi qu'en dise le coriace préjugé mécaniste, l'indétermination et l'ouverture sont aujourd'hui avant tout, et avant même d'être des concepts de politique du sens, des caractéristiques fondamentales de machines non mécaniques et non triviales. Il parle de quoi? Il parle des ordinateurs, hein, ni plus ni moins, qui sont des machines ouvertes, non triviales, sans extériorité, sans intériorité ou extériorité, ou de rapport de l'extériorité à l'intériorité prédéterminée, etc., qui se réinvente elle-même. Et pourquoi est-ce qu'il lui faut demeurer conceptuellement vague lorsqu'il emploie les mots d'indéterminé, d'ouvert, et ne pas appeler un ordinateur? C'est parce qu'il veut pouvoir s'enthousiasmer sans frein pour l'objet technique, en affirmant, je vous le cite, en mettant en lumière et en implémentant un rapport nouveau à l'objet technique, notre culture et notre mode de vie technologique nous mettent dans l'obligation de penser cette nouvelle pensée du sens. C'est évidemment ridicule, je le redis, en ce qui concerne ce qu'on appelle penser. Il n'y a qu'un cybernéticien pour s'extasier devant un objet cybernétique, je vous l'ai dit, et généraliser son cas à celui de l'humanité philosophante. Ce que fait Earle. Il devient dès lors évident, écrit encore Earle, que le sens n'est pas à chercher là où il n'y aurait ni machine ni technique, ou par exemple dans la pensée qui pense avec des mots, et qu'il ne serait pas judicieux de le laisser entre les mains d'une politique du sens antitechnique et machinophobe. Ce sont ses ennemis, ce qu'il appelle la politique du sens antitechnique et machinophobe. Il pense à Husserl, mais il pense aussi à Heidegger, évidemment. Or,
Où elle est l'entourloupe, là encore? D'abord parce que Heidegger n'est pas du tout machinophobe ni antitechnique. Hein. J'avais cité des phrases de Heidegger beaucoup plus précises, où comme dit Debord, rien n'est métaphysiquement maudit, pas plus une voiture qu'un costume 3 pièces. Il faut en comprendre l'idéologie qu'il y a dans ces objets, mais ce n'est pas en soi métaphysiquement maudit. Ça, c'est une formule de Debord. Et même chose dans Gelassenheit, vous vous souvenez, j'avais cité la sérénité de Heidegger, dans laquelle il dit qu'il faut avoir vis-à-vis de la technique, ne pas être ni dans le oui ni dans le non, mais avoir un rapport serein à la technique. Et utiliser les objets techniques pour ce qu'ils sont. Comme par exemple, j'utilise ces ordinateurs. Mais où elle est l'entourloupe de Earle, dans tous ses propos sur les néo-machines, etc. C'est que depuis l'après-guerre, c'est précisément l'inverse qui a eu lieu. Et le monde, laissé à l'enthousiasme intéressé des machinophiles, a tout ravagé. Parce qu'il lui fait croire que les machinophiles, les cybernéticiens, seraient une minorité qui aurait seule compris qu'il fallait repenser le monde selon le néo-sens des néo-machines. Or, c'est faux. C'est tout l'inverse qui a eu lieu. C'est que les cybernéticiens, appuyés par la machinerie idéologique et de propagande et économique américaine, a tout ravagé, a tout envahi, a tout ravagé. La télévision, par exemple, invention qu'on peut qualifier de proto-cybernétique, qui n'a jamais fasciné que des niais, ni servi autre chose que les intérêts de la propagande la plus crue, déclinée selon les idéologies au pouvoir là où elle était implémentée, pour reprendre un terme cybernétique qu'affectionne le Earle. Eh bien, un exemple très simple, c'est que les premiers essais de télévision en France, à Paris, ont été faits pendant l'occupation par les nazis. C'est là qu'ont eu lieu les premiers essais de télévision. Ça n'a pas été enregistré, parce qu'à l'époque, on n'était pas capable d'enregistrer des émissions de télévision, mais on le sait, par exemple, parce que il se trouve que Lucette Almanzor, l'épouse de Céline, avait participé à une retransmission télévisée, une des premières retransmissions télévisées, chapeautée par les nazis, en pleine occupation, de danseuses qui dansaient un ballet. Elle était encore danseuse, jeune danseuse, enfin danseuse classique à cette époque-là, Lucette, et donc on le sait, les biographes, ceux qui connaissent bien la biographie de Céline savent qu'il y a eu cette retransmission dont on n'a plus aucune trace. Ça s'appelait même, la chaîne de télévision créée par les Allemands s'appelait Fernsehender. Et elle a été diffusée à Paris du 7 mai 1943 au 12 août 1944 à 23h30. Et la chaîne exploite le canal 1 en France. Voilà. Donc les premiers essais, c'est pour vous montrer que la télévision en soi, par exemple, ça n'a jamais été un objet de pensée, ça a été toujours un objet d'emblée de propagande. Propagande nazie même, dans ce cas-là. C'est lié à la propagande. La cybernétique, elle est liée à la propagande. Toujours. Et donc toute cette vaste embrouille et tambouille, je prends l'exemple des nazis parce que c'est un exemple pas tant manifeste, voilà, mais c'est vrai des Américains, c'est vrai des Russes, c'est vrai des Soviétiques, c'est vrai de tous. La télévision comme le cinéma d'ailleurs, dès son invention, a été utilisée à des fins de propagande. D'ailleurs, en amont, évidemment, en amont de la télévision, c'est le cinéma qui est le premier propagateur de propagande, le cinéma des Lumières, par exemple, qui succède lui-même à quoi? Comme mode spectaculaire de propagande, technique déjà d'une certaine manière, mais d'une technique antérieure à celle du cinéma, pas seulement la photo, pas seulement le daguerréotype, le zoo humain. Voilà, tout ça démontré dans mon essai La mort dans l'œil.